moeten zijn, dus dat het wel online mogelijk is. Ja, een aantal jaren geleden hebben we die telling eens gedaan en in de Vlaamse overheid waren er zo'n 600 à 700 verschillende websites, waarvan sommige dan ook e-loketten zijn. En nu gaan we dus naar 1 loket voor burgers met burgerprofielen waarop alle Vlaamse overheden en Vlaams lokale besturen zich aansluiten. Ik weet dat er op federaal niveau er 1200 zijn. Maar wat we niet mogen vergeten, dat er ook op lokaal niveau natuurlijk al heel wat websites zijn. Bepaalde toestellen kopen, ja, die komen niet met een handleiding. Die zijn zo intuïtief dat ze geen handleiding nodig hebben. En ik denk dat we die dienstverlening van de overheid ook op die manier moeten proberen te schoeien. Het zal geen eenvoudige taak zijn, maar ik denk wel dat dat een opportuniteit is om inderdaad die kloof verder te dichten. Maar dat is natuurlijk een basisvereiste. De burger moet echt die controle houden over zijn data. We zijn er rotsvast van overtuigd. En het moet ook transparant zijn wat gedeeld wordt en met wie. En ItsMe speelt daar in feite met een van zijn basiswaarden op in. En wij zetten privacy zeer hoog op de agenda. Dus als je een ItsMe-transactie gaat doen, de mensen moeten eens letten wat er effectief op het scherm staat. Dan gaan wij eigenlijk heel expliciet aangeven welke data van zijn identiteitskaart eigenlijk gedeeld wordt met de partner in kwestie. Ja, en ons objectief is duidelijk. Hè. We hebben denk ik nu ongeveer 150 van de Vlaamse steden en gemeenten aangesloten. Eind 2023 zullen dat de volledige 300 zijn. En waardoor dat we toegang krijgen tot en de Vlaamse dienstverlening, en de lokale dienstverlening, en de federale dienstverlening. En dat is denk ik wat dat de burger op het einde van de rit wel interesseert. Hè. Die is niet geïnteresseerd in welke overheid, welke dienstverlening. Nee, dat is de overheid. Geeft één dienstverlening aan de burger. En ik denk dat dat één tool daar is om dat te bereiken. Alors, dans la séquence, vous avez vu la patronne de ItsMe. ItsMe, c'est vrai, c'est une application extrêmement utile. Mais bon, honnêtement, personnellement, on a dû me l'installer. Et je connais beaucoup de gens qui ont un peu un problème, non pas utiliser, mais installer ItsMe. Et donc, je vais m'adresser à Jacques Amande pour première intervention. Bon, vous êtes un peu monsieur administration, service public, etc. Et quand on a préparé la discussion, vous m'avez parlé d'une idée, l'écrivain public. Dites-moi un peu de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'on va réinventer l'écrivain public ? Alors, je suis très heureux d'avoir tout d'abord la première question. Hein. C'est le hasard. C'est le hasard, très oui. Bien. Donc, tout d'abord, je pense que le débat est très important. On a cité le citoyen, on a cité le patient, on a cité les administrations, les acteurs, les entreprises. Force est de constater que lorsqu'on parle du digital, ça semble évident pour tous les spécialistes. Mais lorsqu'on a consulté en fait les citoyens, il n'y a pas si longtemps que cela, on a constaté des chiffres qui sont relativement importants. 10% de la population qui n'est pas connectée. 8% des gens... Non connectés, 10%. 10% non connectés, et ça évolue naturellement dans le bon sens, c'est sans doute un peu moins aujourd'hui. 8% des gens qui déclaraient ne jamais l'avoir utilisé, 8% de la population, et 32% disaient ne pas être confiants dans l'utilisation de l'outil qu'il semblerait que tout le monde utilise aujourd'hui. Alors vous avez cité ItsMe. ItsMe, c'est une réussite, hein, les services en ligne. On a eu l'occasion de le voir de mes collègues, notamment de la Flandre. Il y a une vraie dynamique au niveau du gouvernement. Il y a eu énormément de choses. D'ailleurs, la Belgique est aussi dans le leadership de pas mal d'applications. Yes. Mais l'écrivain public aujourd'hui, c'est quoi? Et je regarde un petit peu vos cartes. Moi, j'ai connu aussi, en rentrant à l'université, en première année, les cartes perforées, c'était la dernière, il paraît que c'était la dernière. Et si vous vous souvenez, à l'époque, au Moyen-Âge, on avait l'occasion de voir des hommes, des femmes sur les places publiques qui offraient leur service pour une pièce et qui avaient l'occasion d'écrire une lettre pour quelqu'un qui n'avait pas l'occasion de savoir écrire. Voilà. Et donc de montrer le chemin. Aujourd'hui, effectivement, la volonté, et à l'initiative du secrétaire d'État en charge de la digitalisation, il y a une réelle volonté de bien comprendre ce qui était vrai au Moyen-Âge et aujourd'hui, finalement déplacé dans le temps par rapport à des technologies. On parlait de la lettre, on parlait de la poste à l'époque, ou en tout cas le début de la poste. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation et donc il y a un besoin de cet écrivain public qui a un vrai rôle par rapport aux chiffres que je citais. Alors globalement, sans prendre trop la parole maintenant, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous allons former un grand nombre de fonctionnaires. Vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires et donc le plan consiste à partir de l'année prochaine de mettre un plan en place pour que avril-mai, les fonctionnaires puissent assurer la première ligne d'aide donc aux citoyens. Alors de quoi s'agit-il? C'est tout simplement la première démarche à faire, mais comment, ItsMe par exemple, je peux activer ItsMe, comment je peux utiliser ma carte d'identité simplement pour pouvoir l'activer, mais aussi également pour aller sur le site de finances, le site des pensions, enfin des choses que finalement semblent évidentes pour pas mal de personnes dans la population. Donc 10 000 personnes, c'est notre objectif dans un premier temps, et parallèlement
parallèlement à ça, dans la foulée, nous voulons aussi former ce que nous appelons des écrivains publics professionnels. Alors ça veut dire quoi? Toujours des fonctionnaires, mais qui vont avoir un niveau de compétence plus élevé, qui pourront aller un peu plus loin, mais qui seront aussi des véhicules de formation des autres fonctionnaires, de manière à ce que ça se répande un peu partout. Voilà. Mais le thème de la soirée, c'est la confiance. Hein, we trust. Et It's Me, il faut aussi avoir confiance. Donc mijn volgende vraag is voor meneer Bardemore. Ma question suivante est pour Monsieur Bardemore. Vous êtes Monsieur Donnet. La semaine dernière, nous avons une petite discussion pour préparer le débat de ce soir et j'étais un petit peu perturbée. Vous avez parlé de 3 déficits. L'un d'entre eux était le déficit démocratique. J'ai raison? Oui, tout à fait. Je m'associe à ce que vient de dire l'orateur précédent. Il y a ce fossé numérique et cette confiance en la technologie scientifique. Alors à l'époque actuelle, c'est un exemple avec la Covid. C'est une manifestation d'autre chose, de ce qui se produit dans la technologie scientifique. C'est une évolution exponentielle. Il y a un débat digital sur la numérisation. Et cette loi exponentielle, c'est la loi de Moore. C'est le doublement de la capacité de nos ordinateurs tous les 18 mois. Alors, on n'y pense peut-être pas, 18 mois, ça double à chaque fois. Mais si c'était votre compte en banque, eh bien, ce serait un taux d'intérêt de 56%. Alors, si vous connaissez ce type de banque, ça m'intéresse, il faut y aller. Et les conséquences sont différentes. Alors, le déficit dont on parle, ils sont de 3 types. Déficit démocratique, juridique et éthique. Le déficit démocratique, ça revient à ceci. Dans une mesure grandissante, eh bien, le citoyen, mais aussi les décideurs politiques, les hommes et femmes politiques, les parlementaires, eh bien, se débattent de plus en plus, ont du mal à comprendre la technologie d'aujourd'hui et ce qu'elle signifie. Alors moi-même, j'ai été à plusieurs reprises chef de cabinet. En tant qu'ingénieur et en tant que scientifique, je peux vous dire que vous êtes seul. Tous ces cabinets, parlements, gouvernements sont peuplés de personnes qui ne sont ni ingénieurs ni scientifiques. Alors bon, je vais un petit peu vite en besogne, mais c'est à ça que ça revient. Alors cela veut dire qu'il faut réfléchir de toute urgence. Si le citoyen ne comprend plus ce qu'il se passe, si les décideurs politiques ne comprennent pas la technologie, pensez au débat sur l'énergie nucléaire, sur le respect de la vie privée, les modifications génétiques. Donc, tout cela peut être ramené à ce que j'appelle le déficit démocratique. Donc, il y a un fossé qui se creuse entre la technologie, la science qui avance. Donc oui, le fossé, c'est le souci. Mais c'est quoi la solution? Mais écoutez, on va en parler. C'est une meilleure formation de tous envers tous. Des concepts. Bon, je sais que l'Europe mise sur des concepts comme l'apprentissage tout au long de la vie, parce que ça évolue tellement vite. Bon, vous avez ces cartes perforées, mais ces cartes, ça nous en dit long sur mon âge, dit Monsieur de Bramoder. Non, sur la rapidité de l'évolution. Et tôt ou tard, eh bien, nous serons confrontés à ce type de problème. Donc, la formation, l'apprentissage tout au long de la vie, ça doit être une partie intégrante de notre culture. Alors, je vais me tourner vers les autres. Des réactions ou c'est peut-être pour plus tard? Tout le monde prendra la parole. Alors, je regarde ma montre. Bien. Peut-être est-il temps de lancer la seconde vidéo, celle du travailleur. Voilà, on vient de voir un résumé du deuxième débat, donc c'est le point de vue de la personne en tant que travailleur. Mais on voit un message qui se dégage. En fait, il y a beaucoup d'anciennes idées qu'on doit réinventer. On voit bien, c'est comme l'écrivain public de tout à l'heure. Donc ça existait, ça n'existait plus, et on réinvente. Et je me tourne vers Michel Lallet. Bon, quand on a préparé le débat de ce soir, vous êtes venu avec exactement des idées de ce type-là. C'est-à-dire, je me souviin, le desk-lot. Et on va commencer par celle-là, mais je sais que vous en avez d'autres. Vous aurez le temps de vous exprimer. Donc, commençons. Desk-lot, c'est quoi exactement? Desk-lot, le nom dit ce que ça veut dire, en fait. Voilà. Il faut un peu d'explication. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange d'espaces de travail entre particuliers.
Et donc, qui sont les utilisateurs? Ce sont en fait des personnes comme vous, comme moi, qui ont à la maison éventuellement un espace à mettre à disposition, à partager. Et d'une part, et d'autre part, les travailleurs nomades qu'on voit de plus en plus apparaître dans la nouvelle organisation des entreprises, ces personnes qui ne vont pas nécessairement au bureau pour aller travailler, mais qui n'ont pas non plus envie de rester à la maison avec la famille, avec les enfants, etc. Donc, pour certaines personnes, le télétravail, c'est un souci. Et donc, on offre, si vous voulez, à cette population la possibilité de louer des espaces à la journée, à la demi-journée, chez des particuliers qui ont des espaces à mettre à disposition. Alors l'avantage, évidemment, c'est que c'est une solution de mobilité, mais c'est aussi, évidemment, une opportunité de rencontre entre des travailleurs qui peuvent s'apporter des compétences, de l'expérience, des projets complémentaires. C'est aussi une opportunité pour les entreprises qui sont aujourd'hui dans la réflexion ou dans l'action d'optimiser les espaces de travail avec des réductions substantielles de 30, 40, 50% des mètres carrés qui sont à disponibilité, desquels on ne sait pas trop bien quoi faire. C'est aussi une opportunité pour les entreprises de mettre ces espaces en location, de nouveau sur le même principe à la journée, et d'attirer sur leur site, dans leurs espaces de travail, d'attirer des nouveaux talents. Et de les garder. Et de les garder. Ben oui. Et de faire se rencontrer des gens qui, en fait, vont pouvoir croiser des expériences et des expertises et s'enrichir, en fait, de leurs expériences mutuelles. Donc, c'est quelque chose assez simple. Finalement, on a parlé tout à l'heure de la complexité de la digitalisation pour certaines personnes et c'est évidemment un problème que l'on doit adresser, mais la digitalisation, c'est aussi, à beaucoup d'égards, une facilité extraordinaire d'entrer en contact et de développer des nouvelles solutions qui adressent ici plusieurs problèmes, le problème de la mobilité, le problème des réseaux de relations, etc. etc. Et alors, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en introduction. Vous évoquiez le pétrole. Oui. Parce que j'ai une autre innovation à partager, c'est une application qui s'appelle Payable, qui est en fait une application extrêmement simple et qui permet à l'employé, au travailleur, de décider dans le mois à quel moment il se fait payer. Et donc, on est le 15 du mois, vous avez un besoin spécifique de cash et vous avez des difficultés à attendre la fin du mois, vous appuyez sur le bouton et vous êtes payé. Alors, j'ai deux réflexions par rapport à ça. C'est que quand je parle de cette application à mes clients, je reçois deux réactions. Il y a une réaction qui est du domaine de l'éthique. Et les gens me disent, mais enfin, c'est irresponsable. Hein. Vous allez mettre les gens en difficulté à la fin du mois. Et ça, en soi, c'est extrêmement intéressant parce que ça pose le problème de la confiance que l'on a dans les utilisateurs à adopter les nouvelles technologies et à les utiliser de manière responsable. Et en fait, ce n'est rien d'autre qu'une avance sur salaire. Et des avances sur salaire, il y a très longtemps qu'on les a inventées. Voilà, c'est comme l'écrivain. Voilà, absolument. Ça, et la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est que quand je parle avec les employeurs, ils me disent, en fait, je ne vais pas utiliser cette application parce que je vais avoir, à la fin du mois, beaucoup de corrections dans la gestion de la paye. Ça va créer des complications, ça va créer de la confusion, ça va créer des frustrations chez mes travailleurs. Et pourquoi ? Parce qu'ils réfléchissent en tant qu'experts de la paie et qu'ils essayent de payer l'avance, la compte au plus juste, si possible au centime près. Alors que ce n'est pas ça. La digitalisation, c'est pas automatiser un ancien processus, c'est partir de l'avantage qu'on veut donner à l'utilisateur. Et donc, l'avance, si la personne reçoit 90% de son aide sur l'avance, c'est suffisant. Et à la fin du mois, on n'a plus qu'une correction. Donc, c'est réfléchir complètement différemment. C'est vraiment le thème. Hein. Digitaliser, ce n'est pas programmer ou mettre des machines. C'est réinventer les vieilles fonctions dans un monde qui est devenu digital. Et c'est exactement ce que vous faites. Donc, tout à fait, tout à fait. Meneer Steukers. Eerst en vooral bedankt. Monsieur Steukers, tout d'abord, merci puisque nous sommes ici chez vous, dans ce superbe bâtiment. Merci pour votre invitation. Bien, Payable, on a un souci de confiance. La cybersécurité devient vraiment un sujet brûlant.
Tous les jours, on reçoit des SMS, et puis le nom m'échappe, des trolls, est-ce là? Que faire de la cybersécurité? Alors, je voudrais quand même ajouter quelques mots d'explication. Quand on dit « in digital retrust », eh bien, moi-même, je crois et je dis que la confiance, elle vient quand on comprend les choses. Hein. On parlait de talent, d'apprentissage tout au long de la vie. Donc ça, c'est très, très important parce que quand on parle de cybersécurité, on ne parle pas tant de confiance, mais de résilience de nous-mêmes, des entreprises. Tous les jours, on a les journaux en ligne, papier, et on est assailli de nouvelles sur les dangers qui nous attendent. Et ça commence par bien comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas par hasard quand on va dans une grande banque aujourd'hui. La première plainte, je pense, pour les banques aujourd'hui, c'est le phishing. Ah, voilà. Et ce n'est qu'une problématique. C'est quoi d'ailleurs précisément le phishing? Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. C'est très simple. Je me fais passer pour quelqu'un d'autre et j'essaie très rapidement d'obtenir vos coordonnées bancaires et ensuite de vous voler vos données et votre argent. Donc ça, c'est une problématique, mais il y en a d'autres. Alors, personnellement, la problématique la plus sous-estimée en cybersécurité, me semble-t-il, bon, aussi, c'est pas que le piratage de sites, de données, etc. Mais on oublie très souvent dans l'industrie de la production. Il y a des tas de machines. Il y a de plus en plus de capteurs, dans le monde médical aussi d'ailleurs. On a de plus en plus de capteurs qui partagent des données. Et puis, il y a la 5G qui nous attend. Et tout va s'accélérer. Si on prend les logiciels, les données, le matériel, tout ce qui est utilisé bien souvent est bien plus vieux. Tout ça est plus vieux que les logiciels qu'on connaît, des systèmes ERP. Donc là, il faut vraiment être attentif. Oui, tout à fait. Il faut vraiment veiller à prendre les bénéfices de la 5G, par exemple, mais de veiller à être bien prêt à réagir avec ces capteurs et à avoir les bonnes attitudes. Il y a une solution. On a parlé de solutions du passé, alors je vais peut-être encore en lancer une. Les assurances. Moi, je crois en l'assurance, en la cyberassurance. Ça existe ? Cette semaine, je pense, il y a quelques protagonistes sur le marché qui ont lancé les premières offres. Est-ce que je peux avoir une cyberassurance? Alors, réfléchissez-y. C'est pas une simple assurance. Quand on se fait assurer contre l'incendie, le cambriolage, il faut prouver que l'on a pris les mesures minimales pour se protéger. Tout à fait. Et donc, si l'on étend ce concept, les entreprises seront plus au courant parce que je pense que la plupart comprennent qu'il peut advenir l'une ou l'autre chose. Mais on prenne la mesure maintenant, sinon on n'aura pas l'assurance. C'est peut-être une façon de progressivement intégrer cela dans le fonctionnement normal des entreprises. Deuxième idée, bon, commençons déjà par lancer la première et accorder l'attention nécessaire, que tout le monde ait une bonne compréhension de ce qu'est la cybersécurité. Merci. Parce que je regardais par là, donc j'ai pas vu qu'il arrivait. Sur la cybersécurité, là, une idée comme ça. Bon, je comprendrais que vous ne parliez pas tout de suite. Donc, Non, je suis chaud directement. Eh ben, allez-y, parce que là, mais je suis vous êtes assuré contre les cyber, je sais pas quoi. Là, non, mais je pense que c'est une menace qui est réelle et sur lesquelles on a tendance à sous-estimer parce qu'il y a un sous-reporting. On voit et on a énormément de contacts avec des entreprises. Il y a une forme de shame qui est associée à des menaces de cybersécurité. De honte à reporter qu'on a été victime d'une attaque de cybersécurité. Et en fait, il y a beaucoup plus d'entreprises qu'on ne pense qui sont attaquées parce qu'en fait, elles ne le disent pas.
Et alors, c'est assez surprenant les stratégies d'attaque, parce que c'est aussi bien des entreprises du secteur public que du secteur privé, des petites PME que des très grandes entreprises, et donc il y a une menace qui est très large. Et dans le plan de relance que je coordonne au sein du fédéral, c'est une des 4 dimensions prioritaires dans lesquelles on investit. Et je pense qu'à chaque nouvelle menace technologique qui émerge, les pouvoirs publics, avec une vitesse plus ou moins rapide, réagissent. Et aujourd'hui, de la même façon que quand on a commencé à envoyer des avions, on a créé une composante armée de l'air. Aujourd'hui, que ce soit au sein de la défense, au sein de nos services de renseignement, on doit créer des composantes de la force publique Armée des data. Oui. contre ce type d'attaque, tout à fait. Et via le plan de relance, que ce soit sur l'infra et les skills, on finance les premiers grands investissements, que ce soit au niveau de la défense ou des renseignements, qui sont nécessaires pour renforcer nos capacités de défense. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand des entreprises sont attaquées, la force publique, qui est essentielle, est assez démunie. Mais une entreprise attaquée s'adresse où aujourd'hui? Si j'ai un problème, je vais où? Il y a, je dirais, des formes embryonnaires d'unités, que ce soit au sein de la défense ou au sein de l'intérieur, donc de la police, qui ont des compétences. Par contre, vu la multiplication exponentielle de la menace ces derniers mois, objectivement, aujourd'hui, que ce soit en nombre ou que ce soit en type de compétences, on est sous-équipé. Il y a aussi la question de la gestion des talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un profil de hacker, vous pouvez, entre guillemets, comprendre ces logiques d'attaque, de cyberattaque, la probabilité que vous travaillez pour le service public fédéral est relativement faible. Et donc c'est aussi une remise en question de la façon de recruter, de la façon de gamifier les profils, pour en fait se dire, vous pouvez être le James Bond de la sécurité, de la cybersécurité, venez travailler au SPF intérieur. Très bien. Ik kom terug naar u. We hadden over vaardigheden. Je me tourne vers vous à nouveau. On parle de capacité. Alors je suis d'accord, mais il faut dire les choses correctement. On parle de cybersécurité. On a Cyber Security Belgium. En fait, ces gens font du bon boulot pour le rapportage, pour créer de la sensibilisation. Mais le seul point que je voudrais voir à l'ordre du jour, c'est en termes de défense. L'armée, dans différentes régions, l'on essaye de trouver les mêmes talents et il y a trop peu de talents, c'est un fait. D'où mon appel. Essayons au maximum de faire collaborer ces personnes et pas en silo, par exemple. Mais si on prend l'armée et le CCB, eh bien, on pourra avoir plus de coopération et on peut la stimuler. Et de votre point de vue? Oui, tout à fait. Et puis, il y a une autre dimension. On vit dans un pays compliqué. Mais quand on parle de cybersécurité, en Flandre aussi, il y a un programme de 20 millions d'euros. Et d'après moi, il y a très peu de concertation entre ce qui se fait dans les régions, en Flandre, et le niveau fédéral. Donc, c'est une invitation à peut-être œuvrer à cette complexité de la Belgique. Alors vous dites un atout? Oui, bon, on a la répartition des compétences. La formation, c'est du côté des communautés, mais il ne faut pas que ce soit un inconvénient. À cet égard, il y a beaucoup d'investissements des communautés régions. Alors pourquoi est-ce que le niveau fédéral ne l'utiliserait pas plus? Là, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de concertation que ce qui ne se fait à l'heure actuelle. Réagir parce que Monsieur le ministre l'a dit, il y a des initiatives en cours, mais il faut regarder un petit peu ça dans une perspective très hélicoptère. La responsabilité de la cybersécurité, c'est une responsabilité partagée et commune. D'une part, de la part du gouvernement, à mettre en place un certain nombre de fonctions. Je voudrais quand même rappeler Safe on Web, qui fonctionne Safe on Web. Ah oui. Donc c'est le site, vous pouvez déclarer un phishing, vous l'avez cité tout à l'heure, Oui. donc un effet d'hameçonnage. Et donc lorsque vous allez vous-même, en tant que citoyen responsable ou entreprise, vous connecter à ce site, automatiquement, derrière, les plateformes communiquent notamment vers les opérateurs, vers les prestataires de services d'email, pour justement proactivement partager cette information et bloquer donc les serveurs
pour ces fameux emails. D'autre part, il faut savoir que lorsqu'on parle de responsabilité, le citoyen doit être formé. C'est pour ça que je disais que l'écrivain public, c'est important. Quand on voit 32% des personnes qui n'ont pas confiance ou qui ne sont pas à l'aise, il faut les former pour qu'elles utilisent les outils, pour qu'elles puissent s'orienter, faire la différence du bon et du pas bon, notamment ne pas cliquer sur les mauvaises choses. Donc ça, c'est la première étape et donc on va travailler là-dessus. La deuxième, c'est bien entendu travailler avec les entreprises. Aujourd'hui, on est au niveau d'Agoria et il y a des coalitions qui sont mises en place avec les secteurs des entreprises. Citons par exemple les opérateurs de télécommunications, notamment, qui sont fort actifs pour travailler ensemble dans la coalition cybersécurité. Et puis, bien entendu, au troisième niveau, le gouvernement avec l'initiative que M. le ministre a citée, avec des plans de relance et des investissements conséquents pour l'avenir. Boodschap voor mij? Safe on web, hier is het. Un message pour moi, Safe on Web, c'est ici. Safe on Web, génial. Bien, il est presque 8h moins le quart. Alors, on a déjà vu 2 vidéos, 2 extraits, celui du citoyen et du travailleur. Et maintenant, il est temps de nous tourner vers vous avec la première vidéo, celle sur les passions. Voilà, we zijn iedereen. Bien, nous sommes tous de temps en temps patients. Alors, je me tourne vers Ilke Montag. Vous êtes de ce monde, celui de la santé. Alors, une réaction après cette vidéo? Après cette vidéo, mais après tout ce que les collègues ont déjà dit. L'apprentissage tout au long de la vie, ça s'applique aux patients. Quand on voit maintenant ce qu'on attend des patients, surtout en cette période Covid, les gens rentrent à la maison, les apps Covid, Covid at home, allez-y, on sort de l'hôpital, il faut rentrer à la maison. Qui fait le suivi? Qui réagit? Le médecin traitant, un infirmier, l'hôpital. Et puis en même temps, l'inverse, on en a parlé aussi tout à l'heure. Moi aussi, j'ai été élevée sans app, etc. Donc, il faut faire ce pas avec ces wearables, ces apps. Il faut, quelque part, s'entraîner, apprendre à les utiliser. Ça demande d'autres compétences du personnel soignant. Alors, il fallait expliquer, voilà, les antibiotiques, il faut les prendre comme cela. Il faut dire, ah ben tiens, attention, maintenant, wearable, il faut l'utiliser comme ça. Vous envoyez les données à l'hôpital, il y a un suivi. Avant, on venait avec ces documents papier. Maintenant, il y a un envoi de données en permanence. Donc, les attentes sont parfois extrêmes à l'égard du patient, mais aussi à l'égard du monde soignant. Alors, il faut que ce soit possible et qu'on ait la volonté. Il y a aussi des questions éthiques. Est-il justifié d'envoyer tous les patients à la maison avec un wearable qui commence à sonner? Comment va-t-il réagir? Est-ce que j'ai le choix de dire que je ne le veux pas? Est-ce que je peux dire non? Non, je ne veux pas qu'on me dise, ben voilà, montez sur le pèse-personne, on envoie le poids, etc. Qui fait le suivi? Qui est responsable? Et puis si on ne réagit pas? Donc il y a beaucoup de résistance pour savoir qui est responsable du patient en cas de problème. Donc si ça ne va pas, on revient, normalement on va à l'hôpital, on va aux urgences. Et puis maintenant, voilà, quand ça sonne, qui s'en occupe? Qui répond, vraiment? Donc là, c'est difficile. C'est une révolution. Et ça continue. Et puis en même temps, on est dans un système de santé qui est dépassé quelque part. Aujourd'hui, on construit un système dépassé? Mais c'est la culture belge, on construit, mais ça ne va plus. Donc on a quelque part encore les cartes perforées et puis il y a les wearables à l'hôpital. Donc ça ne va pas là, il n'y a pas le match. Et puis les médecins, quelque part, ils sont formés avec les dossiers papier, d'autres les dossiers numérisés. Et puis, c'est ces gens que l'on croise vraiment dans les couloirs. Et puis, il faut expliquer à des plus jeunes comment c'était à l'époque du papier et comment c'est maintenant. Réaction? Mais oui, c'est correct. Tout le monde dans sa propre langue. Je pense que c'est vraiment important. Ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est dans une phase de transition avec plusieurs générations. Oui. Et mon collègue ici à côté de moi le disait avec importance. Voilà, oui. C'est très important d'insister sur l'apprentissage tout au long de la vie. Et il y a toute une série de transformations auxquelles nous faisons face. Et c'est pour ça qu'il faut travailler effectivement à l'apprentissage, à l'adoption, la confiance. Ce sont des thèmes très importants. On pourra y revenir tout à l'heure. La confiance, c'est plusieurs aspects différents. Oui. Donc,
Mais ce que Ilke dit, c'est qu'on empile des applications, et c'est ça que... Bon. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Oui, parce que voilà, c'est très- pas tout à fait vrai. Il y a des opportunités, comme on dit, c'est des opportunités où on crée de nouvelles choses. Mais effectivement, il y a encore ce qu'on appelle en termes anglo-saxons legacy, d'anciennes choses, et on a tendance à construire. Il faut éviter naturellement ce genre de choses. À un moment donné, il faut accepter qu'on va abandonner un système et en construire un nouveau. Et ça, c'est très très important si on veut bénéficier de la pleine innovation dans les systèmes. Donc, nous, ce que nous suggérons, c'est souvent de penser au départ de l'utilisateur, ce qu'on appelle UX design, human-centric, et que vous construisiez dès le départ, et que vous pensiez digital, et que vous construisiez tout en pensant naturellement inclusif, pour ne laisser personne sur le côté. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Parce que souvent, la question n'est pas tant d'inventer un nouveau système, mais bien de supprimer l'ancien. Parce que sinon, on a deux systèmes en parallèle, et c'est... on est toujours d'accord des nouveaux projets, mais qui va prendre le projet qui consiste à supprimer le passé? Misschien punt voor u. Ja, met de opting out. C'est peut-être pour vous, avec l'opting out. Bien, je voudrais reprendre un point spécifique avec un petit commentaire parce qu'il y a différents éléments qui sont avancés dans le débat tel qu'il a été mené ensemble. Il y a l'évolution exponentielle de la science et de la technologie. Il y a le souci quant à la qualité des soins de santé, etc. Et il y a une zone de frottement. Donc ça, c'est un grand défi. Mais il y a un point spécifique, parce qu'on parle d'appareils portables, wearables, de responsabilité médicale, c'est un vrai souci. Mais aujourd'hui, dans le monde de la médecine, il y a énormément de données qui sont générées. Alors, je voudrais faire une comparaison avec le don d'organes en Belgique. Quand vous décédez, le législateur part du principe que vos organes sont à disposition, à moins que vous ayez signifié que vous étiez contre. C'est l'opting out pour les organes, oui. Mais en fait, il faudrait viser la même chose pour les données médicales. Alors, je sais que ce n'est pas un message politique agréable, mais les évolutions aujourd'hui dans le deep learning, l'apprentissage de machines, la fusion de données de toutes les technologies possibles à l'hôpital, tous ces logiciels, etc., tout cela se base sur la population. Donc ça veut dire qu'en politique, si l'on décide, et ça a été abordé d'ailleurs dans une des vidéos, si les données sont la propriété personnelle des patients, eh bien c'est erroné. Il faut garantir le respect de la vie privée des patients, mais les données doivent être partagées. Et c'est un message délicat de communication, mais sans lequel il n'y aura pas d'avancée en médecine, pas d'avancée possible. Oui, si on explique ça très bien aux patients, dire que ces données, que leurs données, le partage peuvent constituer une plus-value pour l'avancement sur certaines pathologies. Pensons aux études cliniques. Mais maintenant, dans les médias, souvent on dit, ben voilà, tout le monde peut tout connaître de vous. Ce n'est pas le cas, mais là, le partage de données, expliquer pourquoi, qu'est-ce que l'on partage, etc. Mais c'est un petit peu paternaliste ce que je vais dire. Un patient admis à l'hôpital. Si on lui demande « Est-ce qu'on peut utiliser vos données plus tard ?» Dans la plupart des cas, ils refuseront. Vous pensez? Et ce que vous dites, il faut informer. Mais moi, j'inverserai la chose. Et c'est une discussion essentielle entre l'opting out et l'opting in. Vous défendez ça devant vos électeurs? Parce que quand on regarde, par exemple, sur le don d'organes, la Belgique est un outlier. Et donc, vous pouvez essayer d'analyser. Je crois qu'en Belgique, plus de 90% des organes sont donnés. Dans les pays... À cause de la loi. À cause spécifiquement de l'opt-in, l'opt-out. Oui. Alors que dans les autres pays, on est à 50%. Et donc, j'aime bien, qui pose une question philosophique, de dire, en fait, par définition, nos organes sont considérés comme une forme de bien public, une fois qu'ils peuvent être donnés. Ça devrait être la même chose pour les données, tout à fait, dans la mesure où ça permet de faire progresser les traitements, de faire progresser la science. Sous condition, évidemment, qu'on ait les solutions techniques pour réussir une anonymisation parfaite des données, etc. Et je trouve que cette question, elle est d'autant plus pertinente que d'autres qui n'ont pas nos soucis éthiques. Je veux dire, aujourd'hui, Apple ou peu importe quelle autre firme technologique se soucie très très peu
de ces questions d'opt-in, opt-out pour la partage de vos données. Et donc il y a quelque part une question aussi d'inégalité de traitement entre les questions qu'on se poserait alors qu'on le fait à des finalités, je dirais, essentielles, faire progresser la science, là où des acteurs commerciaux ne se posent pas les mêmes questions. Et donc je trouve, et c'est la première fois que j'entends le raisonnement sur l'analogie avec les opt-in, opt-out pour les questions des organes, je trouve que ça mérite en tout cas de poser le cadre de façon différente et que c'est intéressant à creuser. Mais est-ce qu'une anonymisation parfaite est possible? C'est la question sine qua non. C'est pour le professeur. Ik denk het wel, hè, omdat als je een bankrekening... Je pense bien, hein, si vous avez un compte en banque, les grandes banques qui ont des millions de clients, les mutualités, idem, pour des raisons statistiques, ils ont un aperçu global de la population. Mais la loi interdit que sur cette base, un patient ou un affilié en question soit abordé pour de la publicité ou des services. Donc selon moi, ça peut tout à fait être réglé, mais cela requiert un certain courage politique, surtout si on mène le débat avec tout le monde. Là, la méfiance est telle que ça ne se matérialisera pas. Dans un débat très important, puisqu'on a un programme justement qui est libérer les données, notamment, et d'apporter de la transparence dans le cadre de qui a consulté mes données, globalement. Et là, on vient tout à fait faire le débat de fond. Pour pouvoir mettre à disposition toutes ces données, il faut créer les conditions. Et les conditions sont, d'une part, la confidentialité. Les gens aient l'impression que les données qui sont partagées respectent cette confidentialité. Et comment ça se passe? Qu'elles soient intègres, intégrité, et qu'elles soient authentiques quand elles sont échangées, de manière à ce qu'on comprenne bien. Et là, il y a tout un travail, encore une fois, pour avoir la confiance, de former les gens, d'être transparent sur ce qu'on fait. Et notamment, je ne voudrais pas faire de publicité, je dirais, inutile, mais l'État fédéral, notamment, travaille beaucoup aujourd'hui sur la mise à disposition des registres GDPR, travaille beaucoup sur comment faire évoluer, je dirais, ces questions, qui sont des débats de fond. Et puis, je voudrais juste citer une chose. La technologie, on peut faire énormément de choses. Je crois que j'ai un expert au niveau de l'intelligence artificielle à côté de moi. Aujourd'hui, on a rêvé il y a plusieurs dizaines d'années qu'on pouvait faire reconnaître des maladies dans le secteur de la santé grâce à des analyses poussées, rapides par des ordinateurs, des radiographies, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc, il y a effectivement des débats à avoir différents lieux et surtout créer cette confiance entre tous les acteurs pour pouvoir le permettre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un second problème? Il y a la transparence des data où on sait... Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une transparence des algorithmes? Parce que la majorité des algorithmes que nous utilisons ont été faits en Silicon Valley ou je ne sais. Et est-ce qu'on peut avoir une transparence des datas sans avoir une connaissance des algorithmes eux-mêmes? Enfin, c'est une question. Je laisserai la parole très rapidement au professeur. Oui, parce qu'après, on va passer à la quatrième vidéo. Mais effectivement, c'est un débat pour le moment qui est tenu au niveau des instances européennes, ce qu'on appelle l'éthique autour de l'AI, et de se poser la question s'il faut fixer oui ou non un certain nombre de règles ou pas en ce qui concerne donc ces fameux algorithmes. Et la deuxième question que nous nous posons au niveau de la cascade, notamment au niveau de la Belgique et d'autres pays, c'est de savoir éventuellement si on doit créer un organe qui va assurer, et ça je crois que c'est une question de confiance, de dire oui, on a bien vérifié ces algorithmes, vous pouvez avoir confiance. Alors on peut imaginer aujourd'hui on a un contrôle automobile, vous allez, lorsque vous achetez une voiture, vous voulez avoir un certificat et le gouvernement peut vous le donner, cette voiture c'est bien celle-là, elle correspond à ceci. Vous pourriez vous poser la même question par rapport à des algorithmes ou des technologies, et là je crois qu'il y a une certaine il y a une discussion qui est en cours, mais je laisse au professeur l'occasion. De parallel die ik zou willen... Alors le parallèle que je voudrais faire, c'est quand vous prenez l'avion pour les États-Unis, vous êtes dans un avion pendant 6 ou 7 heures. Alors, devinez un peu combien de temps le pilote dirige vraiment l'avion. Pas plus de 10 minutes. Tout est automatique. Mais à quoi sert-il ce pilote? Eh bien, en cas de problème, il intervient. Donc, si je reviens à l'exemple médical qui a été donné, tous les algorithmes qui sont là en support, ils ne doivent pas prendre les décisions à la place des médecins. La responsabilité médicale, elle incombe au médecin traitant. Mais le médecin peut être soutenu dans la prise de décision par des algorithmes et par des données. Je pense au pilote. Tant qu'il ne fait pas de télétravail, tout va bien. Bon, en principe, on peut faire décoller, atterrir un avion sans pilote. Mais c'est mieux d'avoir un pilote dans l'avion, hein, je pense. Réaction peut-être?
C'est assez curieux, le ministre évoquait la réaction de certaines sociétés commerciales, mais c'est aussi curieux de voir la réaction des citoyens et des utilisateurs des données qui ont tendance à faire plus confiance aux GAFA qu'à l'administration. C'est totalement paradoxal. C'est tout à fait paradoxal. Et donc, aux GAFA, on donne tout et au ministère de la Santé, on ne veut rien donner. Voilà. Et je crois que c'est important de travailler à ça en termes de transparence, en termes de communication, en termes d'information, parce qu'il y a plein de possibilités aussi dans le monde du travail. On pourrait imaginer, par exemple, une carte d'expérience électronique qui permettrait aux travailleurs, dans son statut ou dans ses différents statuts, à l'avenir, il faut imaginer des gens qui seront tantôt fonctionnaires, tantôt ouvriers ou employés, tantôt indépendants. Et donc, on pourrait très bien imaginer avoir une carte électronique avec les qualifications de la personne, les certifications, l'expérience, les recommandations, etc., etc. De façon à ce que, notamment, les personnes qui font du travail intérimaire ne soient pas obligées chaque fois de redonner toutes les informations avec la société d'intérim avec laquelle vous travaillez. C'est une question de confiance, finalement. Ah, c'est le sujet du jour, oui, Bart. Il y a deux choses. C'est une question de confiance, mais aussi de facilité. En tant que patient, moi, je suis disposée à partager mes données. Quand je suis malade, c'est le meilleur moment pour me le demander. Parce qu'à ce moment-là, j'aurai le plus l'envie de le faire. Parce que je sais que si je le fais, Bart le fait, Jack, etc., si tout un chacun le fait, ça m'aidera également moi. Donc il faut le faire au moment où les gens peuvent en avoir l'envie. Bon, c'est pas bien exprimé, avoir l'envie quand on est malade, bon, c'est un petit peu antinomique, mais quand même, il faut y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on donne ces données à Facebook, etc. Pourquoi? Parce qu'on a envie, parce que c'est facile. Est-ce bien? Ce n'est pas ce que je dis, mais il y a deux dimensions, celle de la confiance et celle de la facilité. Et qui est responsable? Qui doit faire cela? Mais là, je reviens à mon premier point. Vous-même, pour commencer, il faut avoir une compréhension suffisante. Alors, je ne dis pas qu'on doit tous devenir experts, mais pour rester sur l'exemple de l'algorithme. Bon, on va choisir un autre métier, tout à fait différent, avocat. Donc, on étudie, on fait ses études de droit, mais on ne peut pas faire ça sans comprendre ce que fait un algorithme. Je ne dis pas qu'on doit pouvoir en faire un, mais si on ne comprend pas la logique, on ne peut jamais devenir un bon avocat demain. Parce qu'on va utiliser cela. Donc, ça revient à l'envie. Et ça nous ramène à l'apprentissage tout au long de la vie, mais avoir l'envie de s'y mettre. Et l'envie, c'est quelque chose que l'on crée. D'accord, il y a des facteurs externes qui peuvent aider. En effet, la disposition d'un patient, l'envie, etc. On a des exemples de personnes qui se disent, voilà, là, je veux contribuer, apporter ma pierre à l'édifice. Et alors, on explique. Voilà, c'est vraiment des données en temps réel, l'utilisation des médicaments. On avait par exemple des sondages à l'hôpital. On demandait, est-ce que vous voulez bien que l'on utilise vos données pour le calibrage d'appareils? Alors la plupart du temps, il y avait des refus, mais certains acceptaient, etc., pour que l'on puisse calibrer les appareils, puisqu'ils savent que ça va aider les patients et eux-mêmes, puisque ça permet d'avoir un bon calibrage. Mais il faut expliquer les choses et dire à tout moment, vous pouvez vous retirer. Vous ne donnez pas votre autorisation à 18 ans jusqu'à vos 88 ans. Non. Donc voilà, maintenant on peut voir qui a consulté mon dossier, quels sont les retraits possibles dans les relations thérapeutiques, etc. Et ne pas aller sur 4 ou 5 plateformes, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Et là, il y a de la méfiance. Là, je retrouve tout, là seulement les images, etc. Même en tant que médecin, parfois, c'est toute une quête de relier une image et des informations parce qu'on voit différentes choses. Ça crée beaucoup de frustration. Mes collègues jurent parfois sur l'IT de dire « je ne retrouve rien, qui a mis ça là Il y a d'autres métadonnées, les labos, différentes valeurs de référence. Moi, je veux mes tableaux, mes graphiques, donc je refais l'analyse de sang, etc. »
Après, on passe à la Voilà, quatrième. juste très brièvement, pour le moment, on travaille avec nos collègues sur la constitution d'un portefeuille digital. Et dans ce portefeuille digital, on pourra probablement, dans le futur, apporter un certain nombre de réponses, notamment le pouvoir avoir une vue sur les données qui sont détenues par le gouvernement, notamment, pouvoir soi-même, éventuellement, dans une certaine mesure, pas changer son nom comme ça, mais éventuellement contrôler les consentements qui sont donnés. Donc, il y a de vrais travaux dans le sujet qui sont très prometteurs. Oui, peut-être juste la question fondamentale qui est posée ici, et c'est en lien avec le thème de la session, c'est le rôle de certification. Toute notre construction humaine est basée sur la confiance. Quand on rentre dans ce bâtiment, quelque part, on fait confiance à l'architecte et à l'autorité de contrôle. Quand on rentre dans un avion, on fait confiance au fait que les pièces sont homologuées, que les logiciels sont homologués. Et ça n'existe pas encore à un niveau suffisamment élevé dans le monde digital. Et le problème, c'est que les GAFA ont quand même construit cette relation de Airbnb, ont tout le temps donné des feedbacks pour justement... Oui, mais avec je veux dire, c'est ça que j'étais un peu en désaccord avec monsieur tout à l'heure. Je veux dire, est-ce que l'utilisateur moyen d'un réseau social a vraiment conscience de l'amplitude des données qu'il donne ? Non, parce qu'on est amené dans des processus avec des nudging à chaque étape pour nous cacher la profondeur des données qu'on partage, etc. Les métadonnées. Hein, si vous regardez une fois dans vos options de privacy de Facebook ou d'Instagram ou autre, c'est hallucinant en fait les données qu'on partage. Et donc c'est ça qui est quelque part le piège, c'est que quelque part sur l'environnement de données qu'on maîtrise dans l'environnement public, on va s'appliquer des standards qui sont sans commune mesure avec ce qu'on fait pour certains autres services en ligne. Et ça pose aussi une question fondamentale, mais qui dépasse le cadre du débat aujourd'hui, c'est du contrôle et de la régulation de ces monopoles de fait que sont certaines grandes entreprises du numérique. Et ça, c'est une question beaucoup plus profonde de, finalement, reprise en main du rôle de régulateur, que ce soit en matière de privacy, en matière fiscale, en matière de respect de la règle de la concurrence. Et tant que, finalement, on ne résout pas cette question, qui est une question, en fait, finalement, politiquement très, très profonde, on ne rétablira pas un lien de confiance profond dans le digital et ses applications à bénéfice sociétal sur les applications de santé ou autres. Luc, ik wil misschien nog één ding zeggen. Peut-être une chose encore, pour rebondir sur ce que dit Monsieur le Ministre. Donc on parle des GAFA, Google, Amazon, etc. et de ce que ces sociétés font avec vos données. Et ce que Bart disait aussi, ça ne cause pas beaucoup de tort à l'utilisateur finalement, puisqu'on peut se retirer. Mais les thèmes dont on parle aujourd'hui sont bien plus sérieux. La santé, la cybersécurité, les données financières, etc. Donc dans un certain sens, le Google, quelque part, eh bien, ont un petit peu gâché le débat. Donc voilà, si on ne veut plus utiliser Google demain, on le met de côté. Et donc les applications dont on parle dans le monde de la santé, oui, on essaye. Mais aux États-Unis, ça marchera peut-être. Mais le modèle européen est bon en ce sens. Mais l'Europe doit vraiment s'y mettre. Et c'est le danger imminent. C'est la maladie européenne, c'est la surrégulation. Et ça, évidemment, ça se fait en masse. Dernière remarque, et puis on doit voir la prochaine vidéo. Quelqu'un doit le faire. Donc là, je dois parler alors de Google. Alors, peut-être qu'on en a eu besoin quand même en guise de formation pour apprendre à gérer les données. Et sur ce point, ils nous ont quand même apporté du bon. Bien, on va voir maintenant la quatrième vidéo. Nous sommes tous des consommateurs. Voilà, c'était le quatrième point de vue qu'on avait choisi de prendre pour étudier le sujet. Mais en fait, dans cette séquence-ci, il y a un cinquième qui apparaît, qui est l'enseignement. Donc, il y a un des intervenants qui a dit, mais au fond, c'est déjà à l'école, on leur apprend la géographie, le flamand, l'histoire, mais est-ce qu'on leur apprend vraiment là et je crois, et je rebondis un peu sur ce que vous disiez aussi, je crois effectivement que c'est déjà dans l'école primaire, certainement secondaire, qu'on peut commencer à faire un travail en profondeur. J'ai la chance d'être grand-père. Je suis très étonné de voir jusqu'où on enseigne les mathématiques et à quel point on enseigne peu la logique. La logique, bon, pourquoi enseigne-t-on la géométrie d'Euclide et pas la logique d'Aristote? Il n'y a aucune explication, si ce n'est un accident de l'histoire, qui fait que la logique appartient au monde de la philosophie et qui est plus difficile à faire passer. Mais la logique, c'est la rigueur sans les chiffres. Et avec des enfants, je fais le test. Imaginez une chambre avec 2 portes et une lampe, et donc 2 interrupteurs.
eh bien comprendre le raisonnement qui fait que si c'est allumé, je fais ça, ça éteint, si je sors par là, etc. C'est comme ça qu'on peut initier les enfants, 8, 10, 12 ans, à la logique. Bon, ça c'était... Bon, je suis administrateur au WBE, donc chaque fois que je prends la parole, je défends la cause de l'enseignement, en tout cas de la logique. Bon, Jacques. Oui, peut-être. On a entendu beaucoup de choses dans ce reportage en quelques minutes. Je regrette de ne pas avoir été présent parce que ça donne un peu l'impression... On peut tout recommencer. Hein, voilà, on peut recommencer parce que je pense qu'il y a des réalités qui sont exprimées et je ne les nie pas. Mais il y a aussi toute une série de choses qui sont passées. Reprenons mars 2020, la grande surprise mondiale. En l'espace d'une semaine, on a doublé le trafic Internet sur les réseaux belges. Doublé. Donc vous imaginez du jour au lendemain l'autoroute entre Bruxelles et Ostende et vous êtes en plein été, il y a de la circulation et vous doublez cette circulation. Eh bien ça a été possible grâce à des infrastructures robustes. Deuxième chose, on a été capable de mettre tout le monde au télétravail et l'application et le déploiement d'applications digitales comme la vidéoconférence a été fait dans un laps de temps extraordinaire. C'est regrettable de dire que lorsqu'on implémente ce type de solution dans une entreprise, on a besoin de 6 mois, 1 an à former les gens et là on a réussi à le faire parfois en 2 jours. Donc vous imaginez que parfois les événements font triste, mais néanmoins, on a été capable de se transformer, d'adopter les technologies, de les utiliser et de continuer à travailler. Donc il y a pas mal de choses qui sont dites ou pas dites suffisamment. Donc le secteur, hein, par exemple les applicatifs, je ne vais pas citer de marque ce soir, mais il y a des applicatifs bien connus qui sont utilisés par les entreprises, c'est 600% en 2 semaines. En termes d'utilisation, d'augmentation, 600%. Alors vous imaginez que vous passez d'un travail quotidien au bureau, vous passez chez vous et tout à coup les réseaux sont extrêmement utilisés d'une autre manière et en même temps les applications dans les entreprises sont déployées et utilisées de manière extraordinaire, comme on dit, dans le nuage. Alors peut-être autre chose importante, c'est, vous avez dit quelque chose et on l'a dit ici dans le reportage, extrêmement important, l'apprentissage, et mes voisins l'ont dit, tout au long de la vie. Je voudrais qu'on le répète, c'est une responsabilité partagée. Dans les 2 langues, même, voilà, on leur a dit. Voilà, on leur a dit dans les 2 langues. Donc je voudrais revenir sur l'écrivain, j'ai commencé par ça. Donc nous, on va contribuer à aider les gens qui sont peut-être un peu en difficulté par rapport à cela, pour les aider à justement s'approprier les choses. Mais on commence dès l'école. Mais ce n'est pas aussi l'école. Le gouvernement fédéral, par exemple, réfléchit beaucoup à stimuler la formation au niveau des formations dans le digital et notamment de donner des badges d'accès, la possibilité de peut-être déroger un petit peu au système d'apprentissage classique qui ne répond pas entièrement à l'ensemble des besoins. Les talents sont rares pour pouvoir stimuler l'ensemble du marché pour recruter. Et donc, dans ce contexte-là, on regarde, on fait des initiatives. On a lancé d'ailleurs plusieurs campagnes dans le domaine. Et puis, dernière chose pour le consommateur, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça que c'est une responsabilité. On a cité quelques grandes plateformes. Je ne mettrai pas la responsabilité sur les plateformes, mais parfois pour ceux qui déposent les contenus. Donc, on prend aussi des initiatives qui sont d'expliquer. Et par exemple, la 5G, qui a pendant plus d'une année soulevé beaucoup de questions. Parlons 5G, c'est un site qui a été mis en place également par le fédéral, où les personnes peuvent avoir des réponses claires dans un langage de tout le monde, ce que ça veut dire la 5G, à quoi ça sert, ce qu'on peut en faire demain. Est-ce qu'on sait que ce site existe ? Alors j'espère que tout le monde nous a entendus ce soir. Voilà, parlons 5G. J'espère que là, tout le monde a retenu. Clair, parlons 5G. Voilà, parlons 5G et je vous invite à le consulter, vous verrez. Bien. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, un dernier tour de table, des réactions, suggestions peut-être ? Jacques vient de dire, parce qu'on a beaucoup parlé des aspects de la technologie, de la sécurité, etc. Mais il y a aussi la place de l'homme, et dans mon cas particulièrement dans sa qualité de travailleur, évidemment, d'entrepreneur ou d'employeur ou d'employé. Et ce qu'on a vu en effet à la mi-mars, c'est une explosion du télétravail, du travail à distance avec des outils digitaux. Et puis, nous, ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, c'est que après cette crise sanitaire, beaucoup d'entreprises envisagent de revenir à un mode de travail qui était celui d'avant la crise. Et donc, par exemple, de ne plus autoriser le télétravail. C'est vrai ? Absolument. De très nombreuses entreprises. Et de réinstaurer, absolument, et de réinstaurer des structures de contrôle. Or, s'il y a bien une chose que l'on a vue dans toutes les entreprises, en dehors d'une augmentation de productivité assez inattendue, c'est l'engagement
des travailleurs vis-à-vis de leur entreprise, vis-à-vis des clients, leur capacité de prendre en main leur organisation et de travailler de manière autonome et de se passer de ce management de contrôle. Et donc moi j'invite vraiment les entreprises à repenser leur organisation pratique et on appelle ça le New Way of Working, but it's beyond the New Way of Working. Il faut vraiment réfléchir à la façon dont on organise le travail et à la façon dont on va capitaliser sur cette autonomie dont les travailleurs se sont montés capables pendant les 2 dernières années en fait. Bart, vaardigheden. Vaardigheden, ja. Les compétences, on y revient. 2 points peut-être. Eerste is, Tout d'abord, we moeten nog hard werken. Hè, want il y a encore beaucoup de travail. Hein. hier tussen ons. Hè. Une partie de la solution réside ici parmi nous. Hein. En er ligt ontzettend Chacun, veel il n'y a potentieel, qu'une dame. zeker Il y a in de énormément de digitale potentiel, hein, surtout dans le monde digital, numérique. Hein. On a beaucoup plus de choses à faire. Bon. wereld. Het lager onderwijs is On al disait l'enseignement primaire est important, mais avoir des modèles, ça commence très très tôt. Hein, on a besoin de plus d'ingénieurs, c'est sûr. Plus d'ingénieurs féminins. Ça, c'est encore plus que sûr. Mais deuxième point que je voudrais peut-être avancer concernant la formation ou l'apprentissage tout au long de la vie, quel que soit le terme. een aanbod is er eigenlijk wel. Van Il y a opleidingen. déjà une offre de formation. Heel veel goed werk dat Il y gedaan a un magnifique travail presté des entreprises, des universités, des centres. On a parlé des écoles, mais il y a encore un autre composant très important. Alors, je ne pense pas qu'il soit censé d'obliger les gens à avoir un 4e, 5e, 6e jour de formation. Il est bien plus important de bien faire comprendre aux gens, si aujourd'hui je travaille et que demain je veux encore être au travail, de quelles compétences ai-je besoin? Si bien qu'avec cette compréhension, voilà, j'ai besoin de ces compétences demain, et bien que moi-même je m'y mette. Et ça ne se traduit pas en un jour de formation en plus ou en moins. Il y a des centaines de façons de concrétiser cela. Aussi, dans le contexte de l'hôpital, il faut créer un espace pour que l'on puisse exercer avec les patients. Il y avait l'exemple, avoir un espace pour pouvoir s'exercer en télécommunication avec un personnel soignant qui vous aide. Ben tiens, si j'appuie sur tel bouton, que se passe-t-il? Si je mets la caméra, etc. Les gens veulent essayer, mais ont tellement peur de commettre des erreurs. Hein, ou alors, ben, je suis professeur, je suis médecin et je n'y arrive pas aussi. Donc, il faut aussi les accompagner, tant les patients que les prestataires de soins. Dire, voilà, on va faire telle et telle étape ensemble. On parlait de pilote, copilote et passagers. On doit essayer de convaincre les passagers d'être copilotes et puis, après s'être entraînés suffisamment, de devenir pilote. Si on a besoin d'un permis de conduire, on dit, ben nous voilà, nous pensons que vous pouvez prendre la route, hein, vous pouvez le faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, quelqu'un qui ne s'est jamais mis au volant devienne un pilote de course. Ça demande du temps, de l'espace et expliquer aux patients aussi, demander aux patients pourquoi il ne veut pas participer, voir quelle est la résistance. Hein, ce n'est pas un manque de volonté, mais souvent c'est la honte, la peur. Hein, je n'ose pas dire que je n'y parviens pas, par exemple. Et puis, on donnera à Pascal l'occasion d'emballer le tout. Oui. Donc avant l'emballage de Pascal, deux commentaires et merci pour cette discussion vraiment intéressante. Je pense, il y a la question de la crainte du digital qui est importante sur la crainte du digital, et notamment l'impact sur une série de fonctions dans la société. Et donc ça, je pense que c'est un rôle que tous les acteurs doivent jouer, de dire en fait, à chaque révolution technologique, il y a eu la même crainte que l'emploi disparaîtrait pour partie, etc. Or, aujourd'hui, et il y a les dernières statistiques qui sont parues en Belgique aujourd'hui, la technologie n'a jamais été assez avancée qu'aujourd'hui, et il n'y a jamais eu autant d'emplois en Belgique. Par contre, là où on voit qu'il y a des mutations, c'est que le niveau de qualification pour entrer et pour rester sur le marché du travail est de plus en plus élevé. Et donc là, je pense que c'est vraiment le all hands on deck au niveau fédéral, au niveau aussi des communautés, etc. Ça doit être la préoccupation numéro 1 de comment est-ce qu'on fait pour transformer radicalement vite nos systèmes d'éducation pour avoir la main-d'œuvre nécessaire. On commence dans le primaire. Deuxième point qui est important et qui est sous-estimé, je pense, par la classe politique, c'est l'aspect, et j'ai un peu, j'avoue, tiqué, comme vous avez dit, tout le monde est passé au télétravail et ça a été d'un coup. Oui, pourquoi? Parce que tous les gens étaient des gens comme nous.
c'est-à-dire qui sont passés, hautement éduqués, qui avaient des boulots qui pouvaient télétravailler, etc. Le digital va aussi polariser très très fort le marché du travail, ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas, et ceux qui ont des boulots qui dépendent du digital avec des systèmes de protection sociale qui ne sont pas dignes d'un État avancé. Et donc il y a une vraie réflexion sur la pérennité de nos systèmes de solidarité dans une économie digitale, et je pense que ça devrait aussi, de la même façon que l'enseignement des compétences digitales doit être hyper central, la réflexion sur dans quelle mesure est-ce que les technologies digitales vont modifier nos systèmes de sécurité sociale et la façon dont on conçoit la solidarité devrait concentrer beaucoup plus d'attention politique que d'autres sujets qui sont au goût du jour. Réinventer la solidarité dans un monde qui est devenu digital. Et où on est exposé de façon très différente aux technologies en fonction de est-ce qu'on a un boulot à haute qualité intellectuelle qui permet de télétravailler, un boulot manuel et un boulot, etc. Voilà, merci beaucoup. Bedankt aan iedereen. Het kan nog uren duren, maar het is een beetje tijd om het woord Pascal te geven. Merci.